Le monde que nous habitons dévoile les limites et les limites d'une croissance capitaliste qui devient intenable. J'ai en tête cette phrase de Bruno Latour, il faut atterrir, il nous faut atterrir. Donc atterrir, c'est envisager d'autres possibilités de coopération, un autre rapport au territoire. Et dans les 3 ateliers que nous allons proposer, un atelier qui va examiner les demandes, enfin les offres qui existent sur un territoire, marchandes, non marchandes, notamment en insistant sur celles que le monde associatif et que l'économie sociale et solidaire peut offrir. Ça, ce sera le premier atelier. Comment, de quoi est faite cette offre. Dans un second atelier, on examinera c'est quoi les besoins d'un territoire, comment on définit collectivement les besoins d'un territoire. Et derrière ce mot besoin, il y a plein de choses sans doute à tirer. Il y a sans doute des besoins qui sont très formatés, qui sont peut-être inutiles, qui sont superflus, et d'autres qui sont absolument essentiels, qui ne sont peut-être pas encore satisfaits. Et dans un troisième atelier, on envisagera comment, avec les 4 collèges de personnes que je citais au départ, les élus, les fonctionnaires territoriaux, les services, les structures de l'ESS et le monde associatif, comment on peut se mettre ensemble pour co-construire des politiques publiques qui soient durables, qui soient justes, qui soient au plus près des populations et qui soient investies aussi par l'énergie citoyenne de populations qui trouvent leur place dans une communauté politique. Voilà. Donc pour atterrir, aujourd'hui nous avons un excellent aiguilleur du ciel qu'on a invité. Dans sa tour de contrôle, il va nous proposer des caps, peut-être. C'est Jean-François Drapry. Alors je rappelle que Jean-François Drapry, il est docteur en géographie rurale et aménagement du territoire. Il est aussi maître de conférences en sociologie et directeur du Centre Économie sociale, Travail et Société, le CESTES, au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Il fut très longtemps aussi rédac-chef de l'ARECMA, qui est une revue de référence dans l'économie sociale et solidaire. Et il a écrit, ses 2 derniers bouquins à Jean-François, c'est Le fait associatif dans l'Occident médiéval, de l'émergence des communs à la suprématie des marchés. C'est en vente, on a un coin librairie qu'on a aménagé au fond de la salle et vous pourrez acheter les bouquins de Jean-François et d'autres bouquins aussi qui sont mis à disposition. Et le bouquin aussi sur lequel Jean-François a axé sa conférence hier, qui s'appelle Ruse de riches, pourquoi sur le business social, pourquoi les riches veulent maintenant aider les pauvres et sauver le monde. Voilà. Donc, micro à l'aiguilleur du ciel, et puis merci Jean-François d'être là, et merci vraiment d'être aussi chaleureux, aussi simple. Tu nous as montré cette manière d'être hier, c'était vraiment impressionnant et réjouissant. Merci beaucoup. C'est pas aussi mettre de la pression, c'est comme ça. Bon, merci à toutes et à tous de m'accueillir. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir en Bretagne, et particulièrement au Finistère. Voilà, donc je suis toujours un peu impressionné, évidemment, quand on doit introduire comme ça une journée qui va être très riche, ne serait-ce que par les intitulés des 3 groupes. Donc, voilà, j'ai construit mon intervention alors là, complètement indépendamment des 2 derniers ouvrages dont a parlé Pascal, qu'on a plutôt cité un petit peu hier soir. Donc là, j'ai plutôt pensé comment introduire évidemment au travail de la journée. Et donc ce que je vous propose, c'est une chose très simple, c'est d'être constructif, c'est-à-dire de dire comment on fait. Je suis parti d'un modèle, c'est comment on fait une association, comment on fait une coopérative, comment on se regroupe. Bon, en général, on se rencontre à quelques-uns autour d'un verre, ou pas, enfin bon, c'est mieux.
et puis on discute, et puis on se rend compte qu'on a des besoins qui sont non satisfaits, ou voilà, des nécessités qui apparaissent, et on ne sait pas comment les satisfaire, et voilà, ce qu'il y a sur le marché ne nous plaît pas, ne nous intéresse pas, ou c'est quelque chose qui ne va pas, ou l'État, ça ne va pas non plus. Donc on se dit, on descend dans la rue, c'est une option, mais en fait parfois ça ne résout pas le problème. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bon, on va essayer de se débrouiller, et on crée une asso, on crée une coopérative, pour répondre à des besoins partagés et non satisfaits. En général, c'est ça. Mais faire ça, ça demande déjà de réfléchir sur la situation, de faire un constat, et puis ensuite de se projeter dans un projet, de faire quelque chose ensemble. Donc, avant même qu'on ait créé une association ou un groupement de personnes, quel qu'il soit, il y a déjà une réflexion collective qui est à l'œuvre. Et puis après, on se lance. On crée des statuts ou pas, mais en tout cas, on crée une activité. Et puis, ça peut être entre soi, ça peut être vis-à-vis de tiers, ça peut, toutes les solutions sont possibles. Et puis, en général, au moins une fois par an, lors de l'Assemblée générale, on se retrouve et on discute on fait un rapport d'activité. Et donc, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a répondu aux besoins ou pas? Et puis, on réfléchit ensemble à nouveau, et puis on continue. Et donc, en fait, vous voyez, ce processus qui est commun à toutes les associations, toutes les coopératives, tous les groupements de personnes partout dans le monde, c'est un va-et-vient entre la réflexion et l'action. Et ça commence par une réflexion, quoi. Et une réflexion qui inclut une utopie. C'est-à-dire, on va changer notre vie en se regroupant par l'action collective. Je crois que c'est ça l'économie sociale et solidaire, fondamentalement. Donc, vous voyez, du coup, j'exclus l'entrepreneuriat social. Le héros qui va répondre tout seul en s'appuyant sur les capitaux pour résoudre les problèmes des autres, soi-disant, en gagnant un peu d'argent quand même au passage, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc en fait, on part du collectif, et évidemment ce collectif il s'appuie sur des principes qu'on connaît tous, ici et toutes, c'est l'engagement volontaire, on ne vient que si on est intéressé, c'est ce qu'on appelle la porte ouverte, on a le droit d'entrer et de sortir, l'égalité des personnes, qu'on observe en particulier lors des votes, mais de façon générale, et puis la solidarité entre les membres. Donc, c'est-à-dire la devise républicaine. En fait, on essaie de faire vivre des groupements qui fonctionnent de façon démocratique. C'est fondamental parce que ce collectif, la discussion, le temps de partage des connaissances, d'apprentissage réciproque par l'émergence d'une pensée commune, eh bien, c'est un processus d'émancipation, de conscientisation et d'émancipation. Donc, vous voyez, il y a un côté éducation populaire, qui est la partie, on pourrait dire, réflexion ensemble, et puis une partie plus économie sociale, qui est la mise en œuvre économique, pratique, concrète, matérielle de la pensée. Et voilà, donc je crois qu'on procède toujours comme ça, plus ou moins. Et donc je me suis intéressé à, on dit en général, ce va-et-vient, il est, dans la période contemporaine, il est au début du XIXe siècle, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Donc, il y a la Révolution française qui met en pratique, on va dire, politique, les valeurs du siècle des Lumières, mais dans l'économie, on est dans l'essor du capitalisme. Donc là, ce n'est pas les personnes qui se réunissent, c'est les capitaux et qui ont le pouvoir. Et donc, les premiers groupements de personnes se constituent en réaction à ce pouvoir des capitaux sur l'économie qui crée un hiatus en quelque sorte au niveau des valeurs entre ce qu'on nous demande d'être dans la sphère politique ou dans la vie sociale, c'est-à-dire des citoyens, et puis ce qu'on nous demande d'être dans l'économie, c'est-à-dire des salariés liés par un contrat de subordination, c'est-à-dire d'enterrer notre pensée politique. Donc vous voyez, et ce hiatus, on le vit quotidiennement, c'est-à-dire encore quand on a du travail. Donc il y a quand même un peu une schizophrénie, qui est de comment c'est possible à la fois de devoir se libérer, participer à la vie politique, citoyenne, etc., sur le plan des discours, mais en fait, quand on est dans l'économie, le pouvoir est ailleurs. Voilà. Donc l'économie sociale, elle essaye de partager en fait cet idéal républicain à travers l'économie. Donc ce que je vous propose ce matin, excusez, c'est un peu long, mais je pose les bases, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 siècles hyper rapidement. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire en 10 minutes. Donc, bon, mais
Bon, j'ai travaillé dessus pendant des années hein, pour produire les 10 minutes. Hein. Et donc juste pour mémoire, mais simplement, c'est pas pour le plaisir de l'histoire, c'est pour savoir où on en est aujourd'hui dans cette histoire des groupements de personnes. Comment, parce qu'aujourd'hui, bon, comme l'a dit Pascal, c'est compliqué. On voit bien qu'il y a une effervescence. Là, on voit bien sur les territoires, et c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde, il y a une effervescence des groupements de personnes. Il y a à la fois un capitalisme de plus en plus arrogant, envahissant, etc. Mais en même temps, les sociétés civiles se mobilisent énormément dans les campagnes, dans les quartiers, dans les villes, partout. Donc, quel trait a-t-il? Qu'est-ce qui le caractérise, ce mouvement contemporain? Voilà, pour répondre à cette question, qui nous intéresse, puisque ça va éclairer nos travaux de la journée, eh bien, je me suis dit, bon, voyons comment nos ancêtres, enfin nos parents, grands-parents, se sont mobilisés, comment ils ont construit, qu'est-ce qu'ils ont construit comme groupement de personnes, pourquoi, et à quelle échelle, enfin, pour quelle cause. Donc c'est ça que j'ai résumé. Donc, j'y vais. Donc il y a une première partie où je vais faire ça, et ensuite je viendrai sur la période contemporaine, pour dire voilà, un mot de la période contemporaine. Donc c'est plutôt entretenir sa mémoire pour pouvoir, comment dire, mieux imaginer le futur. C'est vraiment le rapport entre la mémoire et l'imagination. Et donc en fait, au début du XIXe siècle, on va dire, en gros j'ai repéré 4 phases. On est dans la 4e phase d'effervescence de l'économie sociale. Il y en a sûrement d'autres moins importantes, mais on peut dire qu'il y a 4 grands mouvements qui ont vu le jour à l'échelle française et internationale, qui concernent les groupements de personnes sur 2 siècles, en gros. Il y a eu une première phase qui est celle des associations ouvrières, donc, qui a culminé en 1848, pendant la révolution qu'on appelait associationniste, qui était plutôt à l'initiative des ouvriers de métier, c'est-à-dire des ouvriers de métier dont les corporations avaient été abolies par la loi Le Chapelier au moment de la Révolution, mais qui étaient déjà combattues avant par Necker, par tous les rois voilà, de la Renaissance jusqu'à la Révolution, ont essayé de mettre un chapeau sur les corporations et toutes les associations professionnelles, pour des raisons parfois qui n'étaient pas... Il y avait un fondement, bien sûr. Et donc, bon, elles sont abolies, et puis, donc, elles sont menacées par l'entreprise capitaliste qui va diviser le travail, leur empêcher ces ouvriers de métier de continuer à embaucher comme ils veulent, former leurs apprentis, etc., etc. Donc, les associations ouvrières, elles se constituent souvent sur les configurations des anciennes corporations de l'Ancien Régime, mais sous une forme volontaire et associative. Donc il y en a des milliers qui se créent pendant la première moitié du XIXe siècle, quoi qu'elles soient interdites, elles sont tolérées. La révolution de février 48, là c'est vraiment l'épanouissement. Première répression au mois de juin 48, et puis ensuite le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui les décapite le mouvement complet, déportation. Voilà. Donc c'est la fin du premier mouvement. Mais de ce premier mouvement vont naître les premières coopératives de production, les premiers statuts, Jean-Philippe Duchesne, et puis ensuite, pendant l'Empire, Napoléon III va octroyer à ses ouvriers, la possibilité de se constituer en coopérative. Donc c'est ce qui va donner les SCOP. Français, c'est bien, parce qu'elle a fait sa thèse là-dessus. Donc les coopératives de production. Ça, c'est le premier mouvement. Vous voyez, ce mouvement, il est vraiment sur l'idée de, moi j'ai appelé ça la micro-république des producteurs. C'est-à-dire, on essaye de faire vivre les valeurs d'une république, mais de façon micro, puisque c'est à l'intérieur d'une entreprise, en quelque sorte. C'est toujours beaucoup d'actualité, parce que chacune de nos structures, nos COP, nos associations, etc., tentent de faire vivre ces valeurs démocratiques en leur sein. Au sein d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, du bureau, on discute des responsabilités des uns et des autres, du management, etc. Donc ça c'est vraiment la première réflexion de l'économie sociale et solidaire au début du XIXe. Deuxième grand mouvement auquel appartient le mouvement associatif, c'est, on va complètement changer de registre, ce ne sont plus les producteurs qui vont fonder les mouvements de personnes, ce sont les usagers ou les consommateurs. Donc ça commence avec les coopératives de consommateurs qui, pour acheter du pain, du charbon, des produits de première nécessité, dans les milieux ouvriers,
Voilà, donc on a deux fédérations coopératives qui se créent très très vite à la fin du 19e siècle, une plutôt bourgeoise fondée par Charles Gide et une socialiste fondée par Jean Jaurès. Et ces deux fédérations vont s'unir pour créer en 1912 la Fédération nationale des coopératives de consommation. En même temps, grande loi de la mutualité en 1898 et évidemment la loi 1901, où on voit dans ces trois mouvements que ce ne sont pas les travailleurs qui ont le pouvoir, ce sont les usagers, les bénéficiaires des services, comme dans une asso. Mais comme dans vous voyez, on pourrait mettre sur un même plan, plutôt que de partir du statut juridique en disant il y a des coop, des assos, des mutuelles, on pourrait simplement partir de qui est membre, qui est sociétaire, qui est associé. Et dans ce cas-là, on mettrait ensemble, au-delà des formes juridiques, les associations, les coopératives de consommation et les mutuelles. Et vous voyez que les AMA, ce sont des assos, ce sont aussi les coopératives de consommateurs. Certaines des épiceries solidaires. Il y a tout un renouveau aujourd'hui de cet idéal. Alors, qu'est-ce qui change? Avant, on pensait que, soit dans la pensée chrétienne du christianisme social, soit dans la pensée marxiste, qu'il fallait changer les rapports sociaux de production pour s'émanciper. Donc ça, c'est la thèse des travailleurs. Il faut changer le rapport au travail. La thèse des consommateurs est tout autre. Elle dit, les coopérateurs disent oui, mais si ce sont les travailleurs qui ont le pouvoir, alors on risque d'aller vers des corporatismes. C'est-à-dire, les coopératives de production vont créer une élite ouvrière et se sauver tout seuls. Donc c'est une forme de corporatisme. Marx dira ça. Alors que les consommateurs, ils représentent l'intérêt général. Les usagers représentent l'intérêt général. Et donc, alors on n'est plus dans les intérêts, la coalition d'intérêts particuliers. C'est une thèse qui est très puissante. Vous voyez, on a deux thèses complètement différentes qui, cette dualité fait obstacle à une unité théorique ou doctrinale, on pourrait dire, de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas de théorie qui englobe les deux. C'est un vrai problème. On attend que ça va venir, on va y arriver, mais il faut du temps. Et donc, ça c'est le deuxième grand mouvement. Ce mouvement va être européen, puis mondial. Il va y avoir des grandes fédérations qui vont rassembler, par exemple en Grande-Bretagne, entre les deux guerres, il y a 10 millions de membres dans les coopératives de consommateurs. Et regardez le mouvement associatif français, il est le plus puissant et de loin, en nombre de personnes, de toute l'économie sociale et solidaire, largement. Ça fait 80 à 90% en nombre de personnes engagées dans l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce qu'on répond aux besoins sociaux, aux besoins de la santé, du sport. D'abord, il aurait fallu commencer par le sport, je crois que c'est presque lui qui vient en premier. Et puis ensuite, évidemment, au lendemain de la Première Guerre mondiale, tout ce qui est autour du travail social, et puis le handicap, et puis la culture, l'éducation populaire. Là, ça fait cet ensemble d'associations qui sont dans une logique d'émancipation. Toutes. Parce que c'est... Évidemment, oui, mais particulièrement l'éducation populaire. Oui, mais simplement le fait de participer à une assemblée générale, le fait de s'écouter, d'être mis en minorité et de l'accepter, et de dire, on vote, c'est pas grave. Alors, c'est la démocratie. Et puis on avance. Et puis ça veut dire peut-être qu'un jour, on changera. Voilà. Donc, et cet apprentissage-là de la démocratie, vous voyez, il est plus dans le comment faire, dans le processus, que dans l'objet de l'association elle-même. C'est pour ça que l'entrepreneuriat social est complètement à côté, parce qu'il ne peut pas mettre ça en œuvre, il ne peut pas produire cette émancipation par la participation démocratique. Donc ça, c'est le deuxième mouvement. Donc ce mouvement prend fin brutalement en France en 1984-85 par la faillite des grandes fédérations des coopératives, d'abord le Nord, puis l'Est, et puis après c'est des dominos. Il en reste quelques-unes, en particulier à Saintes, Coop Atlantique, où il y a encore 200 magasins, dont des hypermarchés, et puis 3000 salariés. C'est sous enseigne EU, parce qu'il faut bien qu'ils prennent une enseigne. Mais c'est une coopérative et une seule, mais une très très grosse coopérative. Alors, je ne sais pas, plusieurs centaines de milliers de membres. Et puis après, évidemment, par contre, le mouvement associatif continue. Par contre, le mouvement associatif s'institutionnalise d'une certaine façon, et voilà, et on est tous de plus en plus dans des tunnels en parallèle, et il y a une spécialisation qui se crée. C'est pour ça que dans les années 70, lorsque Henri Desroches propose à la demande de quelques mouvements coopératifs, mutualistes, associatifs, et particulièrement dans le mouvement associatif, c'est l'UNIOS, qui va jouer un rôle important, François Bloch-Léné, eh bien,
propose de se réunir sur la base des groupements de personnes. Parce qu'il voit que c'est une division croissante en lien avec les objets dont on s'occupe, qui fait qu'on ne se reconnaît plus comme un groupement de personnes. On se reconnaît parce qu'on est dans le social, ou médico-social, ou etc., etc. Mais ça ne fait pas une transformation, ça ne change pas la société. Or, notre but, c'est quand même de changer l'économie dominante. Et on voit bien que la période de l'anthropocène dans laquelle on est entré, probablement, fait que ça devient de plus en plus urgent. On trouve les voies de ça. Et c'est pas un manque de force, c'est un manque d'organisation. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, ça, c'est la deuxième grande effervescence. Et la troisième, alors donc, vous voyez, cette deuxième effervescence, elle était, on va se libérer du capitalisme par la prise de pouvoir des usagers, des consommateurs, en faisant du circuit court. Ça redevient vraiment d'actualité. Et alors, ils font faillite en 84-85, pourquoi? Parce qu'on part à ce moment-là dans le règne de la marchandise, la séduction de la marchandise, et que les hypermarchés arrivent, Mammouth écrase les prix et compagnie, et donc les magasins Coop, ils restent sur leur valeur de servir les besoins essentiels, ce qui est nécessaire. Et donc très vite, ils ne suivent pas en fait la demande de la société civile, d'accéder à, vous savez, c'est la chanson de Boris Vian, je te donnerai un aspirateur, je sais pas quoi, je sais pas si on qui connaissent, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est ça, quoi. Mais c'est Roland Barthes, c'est Baudrillard, c'est tous ces travaux sur la marchandise, le règne de la marchandise, dans lequel on est et qui nous tue, et qui va bien falloir sortir. Bon. Troisième grande effervescence, l'accession à l'indépendance des pays de l'hémisphère sud, en gros à partir des années 60. Donc là, les 2 décennies 60-80, tous ces pays qui accèdent à l'indépendance cherchent à échapper à la puissance de l'ancienne puissance coloniale, à l'économie de l'ancienne puissance coloniale, qui est vraiment prédatrice, et aussi aux 2 économies des 2 superpuissances qui sont à l'époque États-Unis et Union soviétique. Et donc ils mettent en place un développement, on va appeler développement endogène ou auto-centré, ou éco-développement parfois, sur la base de la création d'associations villageoises, de coopératives, souvent agricoles et coopératives artisanales. Tous les pays du monde, j'ai essayé de trouver un pays où il n'y avait pas eu ce mouvement. Je n'en ai pas trouvé. Évidemment, l'Inde a été. Quand ? La Corée du Nord, peut-être ? Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu un mouvement en Corée du Nord. Non, je pense qu'il y en avait partout. Après, ils ont été plus ou moins écrasés, bien sûr. Mais voilà, et c'est pas qu'en Corée du Nord. Donc, mais il y a eu ces mouvements, cette initiative endogène, qui a été, alors, soit dans un cadre socialiste dans certains pays, soit dans un cadre plutôt libéral dans d'autres, mais de toute façon, les uns et les autres ont été écrasés par les superpuissances. C'est ce que dit Frantz Fanon, et vraiment il faut lire Frantz Fanon pour comprendre ça. Vous voulez votre indépendance, prenez-la et crevez. Ça a été vraiment ça, donc et tous les coups sont permis, y compris les guerres. Voilà, mais même des pays très pacifistes, même Senghor, par exemple, au Sénégal, a mis en prison son premier ministre, Mamadou Dia, parce qu'il faisait une réforme agraire qui mettait en cause les intérêts français au Sénégal. Et Senghor, c'est pas un dictateur. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut aller au-delà des jugements sur les personnes et sur les leaders politiques pour comprendre les destinées historiques, en fait, pour comprendre les mouvements dans la durée, quoi. Et donc, évidemment, on est sorti d'un colonialisme politique à un colonialisme économique, pour rentrer dans un colonialisme économique, mais ça on l'a toujours en ce moment à l'œuvre. Et le rejet de l'Occident qu'on voit à peu près partout en dehors de l'Occident, c'est un signe auquel on devrait être un peu plus attentif. Les circonstances n'y aident pas, et pourtant, on devrait mieux interpréter toutes les tensions qui existent aujourd'hui dans le monde en rapport avec cette suprématie de l'homme blanc occidental qui prétend apporter la démocratie alors que ses propres démocraties sont malades parce qu'elles sont instrumentalisées par, voilà, on en parlait hier soir, par quelques multinationales, quelques milliardaires qui ont bien plus de pouvoir que les chefs d'État. Bref, donc cette troisième utopie alternative,
elle ne va pas fonctionner non plus, mais par contre, elle va permettre la mondialisation du mouvement associatif, de cette démocratie économique. C'est-à-dire, on va trouver des associations villageoises partout dans le monde. L'Inde va être le grand laboratoire, Nehru va avoir un rôle très important, il y avait déjà eu Gandhi avant la décolonisation, mais il y en a partout, il y a Paulo Freire, évidemment en Amérique latine, dont Eldar Camara pour le courant chrétien, voilà, réformiste, enfin, révolutionnaire, on pourrait dire. Et donc, mais on l'a partout. Julius Nyerere en Tanzanie, qui reste encore une figure respectée en Afrique. Il y a encore un pays en Amérique latine, l'ex-Guyana britannique, donc à la frontière du Venezuela, dont le nom officiel est République coopérative. Aujourd'hui encore, c'est République coopérative du Guyana. Et pourquoi ils ont choisi ce terme-là? En référence au travail de Charles Gide et d'Ernest Poisson en France pour fonder une république coopérative. Vous voyez, c'est incroyable. Donc ça a vraiment nourri l'ensemble des mouvements indépendantistes. Ça a été la troisième grande utopie. Elle a échoué aussi, je l'ai dit, pas parce que les pays riches les ont étouffés, mais aussi sans doute parce qu'elles étaient menées par des États et que la coopération, l'économie sociale, l'association ne se décrète pas. Elle vient de la part des sociétés civiles. Ça ne veut pas dire que la collectivité publique n'a pas son rôle à jouer. Voilà, il faut qu'elle les respecte, mais c'est juste la respecter. C'est pas forcément, enfin voilà, il ne faut pas qu'elle en fasse trop, quoi. Il faut qu'elle se tienne à distance. Mais en même temps, on en a besoin, mais pas plus. Il faut juste, le minimum, c'est avoir des statuts. Même s'il n'y a pas de financement, on peut quand même exister et faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est souhaitable. Mais voilà, c'est pour dire que l'État-providence n'est pas une condition de ces mouvements. Même si nous, on a vécu, en tout cas pour certains d'entre nous, on a vécu cette année de l'État-providence qui nous a laissé penser que le mouvement associatif, le mouvement d'économie sociale, etc., ne pouvait se développer qu'en complémentarité avec un État-providence. C'est pas vrai. Parce que l'État-providence, c'est en Europe pendant 30 ans, point dans l'histoire de l'humanité. C'est presque rien. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais voilà, il faut poser les choses. Si on se prend l'histoire au long cours et la géographie planétaire, c'est pas du tout une règle. Voilà. Donc ça, c'est la troisième grande utopie alternative qui était de dire ni capitalisme privé, ni capitalisme public, une démocratie économique à partir des associations, des coopératives et des mutuelles. Et on arrive à la quatrième phase aujourd'hui. Et qu'est-ce qui la caractérise? C'est ça qu'on a essayé de faire, que j'ai essayé de faire. Bon, on va être très empirique, hein. Les AMAP, ça en fait partie quand même, bon. Les sociétés coopératives, je prends le cas français, bon, il faudrait prendre un cas ailleurs, hein. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est quand même 1000 en quelques années, là, c'est pas rien. Les associations qui se mobilisent en faisant de nouveaux partenariats, par exemple, je prends un exemple tout bête, il y a, je crois, 10-15 ans, beaucoup d'associations avaient leur compte bancaire à la Société Générale. C'était comme ça, quoi. Bon, ben, il me semble que dans beaucoup d'associations, on s'est dit, c'est quand même mieux si on l'a au crédit mutuel ou au crédit coopératif, votre compte. Je ne dis pas que c'est généralisé, mais c'est une réflexion qui vient. Donc c'est une forme d'intercoopération. Essayer d'être un peu plus cohérent dans, voilà, il vaut mieux, voilà, même si c'est pas l'idéal, ou à la nef, hein, bon, voilà, évidemment. Donc, mais voilà, on réfléchit à ce genre de questions. Et ça, c'est en train de pénétrer quand même. C'est long, mais c'est un processus, ouais, c'est comme un cursus, en fait, un chemin qu'on prend et qui n'est jamais terminé. En fait. Donc, et puis un fait nouveau, les collectivités territoriales qui s'intéressent à l'ESS. Jusque-là, les universitaires. Jusque-là, il n'y avait jamais eu aucun enseignement, ni aucun engagement des collectivités territoriales dans l'ESS. Il n'y avait pas de politique de l'ESS, ni de politique coopérative, ni de master en coopération ou en ESS. Ça n'avait jamais existé en France. Donc c'est quand même des faits intéressants. Donc ça veut dire que elle est même reconnue avant d'être connue, l'ESS. Quelque chose comme ça, c'est bizarre. Hein. Et donc comment caractériser ce qui se passe là? Eh bien, on va trois choses. Premièrement, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas que des travailleurs se mettent ensemble pour changer le monde. Il ne suffisait pas que des usagers se mettent ensemble pour changer le monde. Maintenant, on travaille avec des travailleurs et des usagers en même temps. Et on est donc sur une forme de ce qu'on pourrait appeler l'intercoopération. Essayer de réunir
les intérêts ou les attentes des travailleurs et les attentes des usagers, non travailleurs, des bénéficiaires. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est l'échelle. L'échelle de l'entreprise est toujours ou de l'association est toujours très importante pour faire vivre, c'est la question de la gouvernance, pour faire vivre la démocratie. Mais elle est insuffisante. Parce que sinon, on peut reproduire les marchés capitalistes. On se met tous en concurrence par rapport à des appels d'offres, puis à la fin, on a un oligopole à frange. Donc voilà, 3-4 boîtes qui dominent le marché, quoi. Et puis les autres, elles sont là pour boucher les trous, quoi. Et donc c'est aussi l'intercoopération économique. Et puis, c'est à l'échelle des territoires. On se rend compte qu'on n'est plus... Donc l'échelle de l'unité, en fait, l'association elle-même ne suffit pas. Après, l'utopie des coopératives, des usagers, de dire on change le monde en remplaçant le capitalisme, on va dire que c'est un petit peu prématuré, on n'est pas tout à fait prêt. Mais par contre, on sait qu'à l'échelle des territoires, on peut produire des alternatives. Vous voyez ? Donc, voilà, je dirais, on a eu la micro-république des travailleurs, premier 19e siècle, la macro-république des consommateurs, deuxième 19e siècle et début du 20e. Et aujourd'hui, on aurait quelque chose comme une méso-république, l'échelle des territoires, des producteurs et des... tu peux passer la première. Et des producteurs et des usagers. Et tout ça pour une fin, et là c'est là où je pense qu'il y a un bouleversement, c'est-à-dire que la crise écologique et la crise sociale, toutes les deux dramatiques, est liée, puisqu'on sait que les inégalités sont source de pollution majeure, puisque les riches, ils polluent beaucoup plus, et bien nous oblige à penser que notre objectif, c'est pas seulement de développer l'économie sociale et solidaire, c'est de produire un développement nouveau. C'est-à-dire une nouvelle manière, une nouvelle façon de vivre, un nouveau mode de vie. Voilà. Donc, j'ai essayé, je ne sais pas si vous avez voir quelque chose, parce que même moi, je ne vois pas d'ici, alors j'ai un peu bideux, mais quand même. Et donc, du coup, je me suis dit, on va inverser. Jusque-là, j'étais plutôt sur une logique d'intercoopération, c'est-à-dire comment des structures associatives, coopératives peuvent travailler ensemble sur un territoire, ce qui est essentiel. Mais je me suis dit, je vais plus loin, je bascule complètement. Comment l'habitant d'un territoire, quel qu'il soit, peut vivre le moins possible en lien avec une économie capitaliste, polluante, voilà, etc. Et le plus possible, en supposant que l'économie sociale est parfaite. Bon, on n'en est pas là du tout, mais on va dire qu'elle est moins pire. Voilà. Donc, et en vivant le plus possible avec une économie soutenable en fait. Alors, petit point, quand on est sur un territoire qu'on raisonne comme ça, on se dit, d'accord, il y a les associations, les coopératives, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'économie de proximité. Les agriculteurs, les artisans, les petits commerçants, etc. Ça ne fait pas partie du capitalisme en soi. C'est une économie marchande. Donc je fais bien la différence entre l'économie sociale et l'économie capitaliste, l'économie publique aussi, mais aussi une économie marchande, de proximité. Et il y a 4 pôles, il n'y en a pas 3. Donc je ne suis pas dans la troisième voie entre État et marché. On est dans une économie où le marché joue un rôle important. L'économie, c'est obligatoire, il n'y a aucune société sans marché, même en Mésopotamie, même dans la Grèce antique, il y avait des marchés, il y avait des monnaies. Donc on ne va pas supprimer la monnaie, mais par contre, on va en faire un usage d'échange transparent et non pas de la rente, comme le fait, voilà, s'il faut dire le capitalisme, c'est avant tout une économie de la rente. C'est-à-dire on vit du placement du capital. Alors qu'un agriculteur, un artisan, un petit commerçant, il vit de son travail. Et s'il est propriétaire de son capital, entre guillemets, c'est pas du capital, c'est un outil de travail. Le capital ne naît qu'à partir du moment où il y a une séparation entre le travailleur et les moyens de production. Donc c'est ça la base du capitalisme, c'est ça. Hein. C'est les Médicis à Florence qui démarrent. Voilà, après, évidemment, ça s'emballe. Et donc, je vous demande en tout cas, je pense que c'est très très important dans l'idée d'une alternative économique et sociale de considérer que ce n'est pas parce qu'on est à son compte, propriétaire, etc., et même qu'on peut avoir des salariés, qu'on est dans le capitalisme. On est dans une économie proprement marchande, disait Fouquet. Et Brodel, le grand historien du capitalisme, le dit aussi. Le marché est plurimillénaire, le capitalisme a 5 siècles d'existence. Ça n'a rien à voir.
Et d'un côté, on est dans une économie du travail et de l'usage, comme l'économie sociale, de l'autre, on est dans une économie de la rente. Donc ce qu'il s'agit, c'est de supprimer le pouvoir de la rente. La rente et son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de ceux qui disposent du capital. Et donc évidemment, on met donc en face de la société de capitaux le groupement de personnes qui prend le pouvoir. Voilà, c'est comme ça, je le dis, enfin, c'est un peu évident, mais ça va mieux en le disant, parce que souvent, on pense qu'il y a le capitalisme privé, l'État, et puis le tiers secteur, nous. Mais vous voyez, si on raisonne comme ça, on ne peut pas comprendre. On doit absolument intégrer dans notre plan de développement alternatif l'économie de proximité. Donc ça veut dire que dans une alternative territoriale, il y a la population, l'ensemble de la population, qui est vraiment l'acteur majeur. Et ensuite, on a trois types d'institutions qui ont des fonctions complémentaires, qui sont l'économie de proximité. Voilà, un village, il faut qu'il y ait un bistrot, il faut qu'il y ait des agriculteurs, il faut pouvoir vivre dans un village, quoi. Donc il faut un minimum de services, quoi, de proximité, qui peuvent être sous la forme d'entreprises individuelles, bien sûr. Ensuite, donc l'économie de proximité, l'économie sociale, qui aide d'ailleurs cette économie de proximité, voilà, des agriculteurs qui créent une PUMA, ou bien des coopératives d'artisans, etc. Et évidemment la population qui s'associe, voilà, pour défendre des intérêts, pour se donner, voilà, faire des cours de ceci, de cela, des services sociaux, les personnes âgées qui sont isolées, on prend soin, etc. Donc ça, c'est tout le secteur associatif. Et puis enfin, le troisième acteur, évidemment, c'est les collectivités territoriales, avec la redistribution publique. Et là, j'ai qu'une chose à dire, quand des collectivités territoriales, que ce soit à l'échelle d'une commune, d'une agglo, d'une comcom, d'un département ou d'une région, quand une collectivité territoriale a un budget, lance un appel d'offres, on sait très bien qu'une région, qu'un territoire est riche de la quantité d'argent qui circule sur le territoire. Plus il y a d'argent qui circule sur un territoire, plus le territoire est riche. Je parle en termes monétaires. Et quand l'argent s'en va, le territoire s'appauvrit. Donc quand il y a un appel d'offres qui est gagné par une grande entreprise, par exemple pour la gestion de l'eau, ou des transports, ou la construction d'un lycée, ou quoi que ce soit, quand c'est une grande entreprise qui a le marché, une partie de l'argent, c'est-à-dire le profit, enfin le bénéfice, va quitter le territoire. Donc il y a un appauvrissement du territoire. Si ce sont des gens du territoire qui emportent le marché, que ce soit l'économie de proximité ou l'économie sociale et solidaire, y compris des associations lorsque tu es sur le secteur social, etc., parce que ça peut être une association locale, comme ça peut être une petite start-up sociale, mais qui en fait est financée par des fonds d'investissement qui sont sur la côte ouest des États-Unis ou en France ailleurs à Paris, l'argent sort, 10% minimum. Parce que la rémunération départ, en dessous de 10%, on est bien d'accord que c'est pas intéressant. Donc voilà. Donc si vous voulez, des collectivités territoriales qui sont attentives à ce que l'argent reste sur les territoires, vont se débrouiller, je suis désolé de le dire comme ça, pour que ce soit des acteurs locaux qui prennent les appels d'offres, qui soient pris dans les appels d'offres. Alors c'est compliqué tout ça, ok, dans le temps, n'empêche, on est dans une période où il faut résoudre les problèmes de toute façon. On n'a pas trop le choix, si on peut. Voilà. Donc, la population, qui est vraiment l'alpha et l'oméga du développement, et puis trois types d'institutions, économie de proximité, économie sociale et collectivité territoriale. Et puis après, je me suis dit, bon, très bien, maintenant, je me place du point de vue de la population, puisque c'est la base. Et donc j'ai fait un entretien, ouais, j'y vais vraiment pas à pas. Hein. J'ai fait un entretien, je suis allé dans une région que je connais bien, une haute vallée alpine, de Kera, et j'ai discuté avec une personne qui a 69 ans, et j'ai fait son autobiographie raisonnée, et puis après on a dessiné ses appartenances à des collectivités territoriales, est-ce qu'il est élu, ses appartenances à des associations, à des coopératives, et éventuellement à ses rapports avec l'économie de proximité. Voilà. Et donc ça donne ça. Voilà, bon, on lit rien, c'est impossible. C'est vraiment, donc, je vous dis des mots comme ça. Donc il s'appelle Jean Martin. Bon,
C'est pour que vous ne le découvriez pas. Je ne sais pas qui c'est, je l'ai appelé Jean-Martin. Bon, il était agriculteur, donc à gauche à la ferme. Alors, il est au crédit agricole. Bon, ok, vous allez me dire, ouais, le crédit agricole. Ok, mais vous voyez, si on fait ça et qu'on dit, le crédit agricole, c'est pas top, sauf que dans le CARA, il n'y a que le crédit agricole. Mais si c'est pas top, alors ça nous donne un programme à nous, militants d'économie sociale et solidaire, c'est pas top, enfin c'est mieux que HSBC, comme je dis toujours, parce que HSBC c'est la banque de Shanghai et Hong Kong, bon, voilà, qui est dans tous les trafics imaginables. Alors l'école n'est pas parfait, mais enfin. Et donc, mais on peut imaginer, se dire, comment faire pour qu'on ait une banque encore plus. On peut être membre de la caisse régionale du Crédit Agricole, on peut s'engager. Vous voyez ? Donc cette personne-là, il a un compte au Crédit Agricole. Alors il est dans une SICA, Société collective, intérêt collectif agricole. Voilà, c'est parce que voilà, ensuite il a fait un GAEC. Il a fait une CUMA avec ses voisins. Alors il a participé au groupement pastoral communal. Il est un groupement foncier agricole. Il est conseiller municipal à la commune. Il est dans un nombre plusieurs associations. Alors une association de ski, la CSSQ, Association culturelle, sociale et sportive du CARA. Donc sur 2500 habitants du CARA, il y a 400 membres à la CSSQ. On dit, ils font tout, quoi. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Donc voilà, ils font le sport, la culture, le social. Bon, voilà. Il y a une SIC qui s'appelle Emerguine. C'est la SIC, c'est le local des Mercoq. Il est dans une AMAB. Il est dans un truc qui s'appelle Justin Zest, qui est le prolongement de l'AMAB. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans les AMAB se sont dit, bon, l'AMAB c'est bien, mais enfin dans le Caran, on aimerait bien avoir des oranges et des pamplemousses aussi. Bon là, c'est compliqué, quoi. Donc ils sont entrés en relation avec une coopérative sicilienne qui est très connue, Galina Felice, et puis les amis siciliens ont dit, vous êtes bien gentils, mais enfin on va pas ramener un camion d'agrumes pour 2000 habitants. Bon, très bien, ils sont allés dans la vallée, on a fait quelque chose de plus important, et puis maintenant, voilà, on a eu 5 livraisons d'agrumes l'année dernière de Sicile. Il y a eu un voyage organisé, on a un site, on a fait connaissance, et puis après, on s'est dit, les agrumes, c'est pas mal, mais enfin, on pourrait avoir aussi de l'huile d'olive, on pourrait avoir aussi ceci, cela. Donc, ils sont en train de remplacer complètement les épiceries, enfin, l'Intermarché du coin, en s'organisant dans une association. À Justin-Zest, je ne sais plus combien il y a de membres, je crois que c'est 400 membres. Et quelque chose comme ça, et pas que dans le CARA, pour le coup ça va aussi sur la ville d'en bas, Liès, et organisé en 40 groupes, enfin voilà, c'est très organisé pour distribuer les produits. Mais ça marche, voilà. Il y a une coopérative d'artisans, il est membre de la coopérative d'artisans, qui fait des objets en bois, il est vraiment de la coopérative d'artisans. L'abattoir de Guiès, qui devait fermer, ils ont créé le site, tous les agriculteurs, pour maintenir l'abattoir ouvert. Ils font un abattoir, il y a un salarié, c'est tout, qui fait l'administration. Mais tous les éleveurs, avec les bouchers, font tout le travail. Un jour par semaine, ils descendent à Guiès. Vous voyez, etc. Donc ils s'organisent, les gens. Ils s'organisent parce que s'ils ne s'organisent pas, adieu la montagne. Ils descendent. Ils ne peuvent pas faire autrement. S'il n'y a plus d'abattoir, ils ne peuvent plus faire d'élevage. S'il n'y a pas de SICA agricole, ils ne peuvent pas vendre leur fromage. Voilà. S'il n'y a pas de CSSU qui permet que les aînés ne soient pas isolés, parce qu'on les a repérés un par un. Et donc, s'il y a une chute de neige, n'importe quoi, la CSSU est là pour aller. Il y a tout un réseau de voisinage pour dire ça va bien, voilà. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de petite république en fait qui s'appuie. Tu veux bien passer la deuxième ? Alors du coup, fort de cet exemple-là, je me suis dit, bon, maintenant, je fais un cas fictif, et là, vous allez encore moins voir, parce que bon, tant qu'à ne pas voir, autant ne pas voir vraiment. Et donc, sinon, on a l'impression d'être entre deux eaux, c'est pas sympa. Donc là, vous voyez, à partir du premier exemple qui était réel, cet exemple-là, c'est vraiment... et bien là, j'ai mis un habitant, et là, et j'ai fait un carré avec toute l'offre locale qui est non capitaliste. Alors voilà, du style, une ferme bio installée avec terre de liens, Colicé, c'est une coopérative d'activité et d'emploi, qui est dans le coin, elle n'est pas sur le CARA, mais on peut y aller. Les coopératives, les entreprises individuelles, il y en a 400, parce que tout le monde est pluriactif et a créé sa petite boîte. Coopératives d'artisans, les locations saisonnières, les services publics, le département, la région, la communauté de communes, l'habitat social communal, les 7 communes, la SIC Énergie, Énergie, le syndicat, le parc naturel régional,
Je suis membre du conseil scientifique du PNR du Queyras, c'est pour ça que je connais bien. Donc, le syndicat mixte qui gère les 7 stations de ski, voilà, le GFA, le Groupement Foncier Agricole, la CSSQ, les associations. Alors j'ai marqué, je ne saurais même pas lire. 131. Merci, 131 associations. Voilà, sur le coin. Donc, vous voyez, ça fleurit. D'ailleurs, les gens, c'est très simple. Quand ils veulent faire quelque chose et que ça n'existe pas, il suffit qu'ils soient 3 ou 4, ils le font. Ils s'associent. Voilà. Quelquefois, ils ne font même pas d'assaut. Voilà, une pêcherie locale, bon voilà, qui font des trucs, voilà, l'abattoir, j'ai dit, la CICA, j'ai dit, Justin Zest, l'association, les marchés locaux, les AMAP, voilà. Alors, il n'y a pas tout, enfin, on pourrait faire mieux, mais vous voyez, ça commence à prendre forme, quoi. Et donc, ça permet de se dire, bon ben, sur quoi on va travailler maintenant pour continuer dans cette voie de moins polluer, être plus dans le circuit court, être plus dans le bio, s'organiser, et puis participer. Et vous voyez que, je termine, en fait, les 3 groupes dans lesquels vous allez vous travailler maintenant, ben, il y a les besoins. Ben, les besoins, voilà, c'est la satisfaction des besoins que visent tous ces groupements. On s'organise pour répondre à des besoins. Donc, quels sont les besoins de territoire? Comment on fait pour les faire émerger? La gouvernance fondamentale. Mon bonhomme, là, je ne sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Adrien, comme le héros de la Hulotte. Eh bien, il s'investit selon son temps, selon ses envies, voilà, il s'investit dans l'une ou l'autre de ses associations et ses coopératives. Et quand il y en a une en danger, bah, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'engagement. Donc, vous n'êtes pas venu à l'Assemblée Générale depuis longtemps, là, il faut venir. Et, donc, et si jamais on observe des manques, eh ben, on y va. Donc il y a la gouvernance, donc les besoins, la gouvernance et la richesse. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Ben, je peux vous dire que le niveau de vie en Queyras, il est très bas. Très très bas. Les gens, ils vivent, c'est des pluriactifs, ils vivent avec les saisons, etc. Et ils vivent avec très très peu. Mais ils vont au resto régulièrement, ils bouffent bio, et ça se passe pas trop mal quand même, au final. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci Jean-François pour ton éclairage historique vraiment passionnant. Toi, des trucs comme ça, mais ça va. Vous êtes donc la table du fond, la table 3. Mais tu vois, je veux dire, c'est le capital en tant que capital. Et quand je dis groupement de personnes, c'est les personnes en tant que personnes. Tu vois, la société de capitaux, ce que je lui reproche, c'est pas qu'il y ait des riches, c'est que ce soit les capitaux qui l'emportent. Dans les groupements de personnes, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit les personnes qui l'emportent. Donc je reprends les termes. Dans cette vision. Tu vois, mais évidemment qu'il y a des personnes derrière. Mais tu vois, quand tu dis par exemple les 20 plus grands milliardaires ont autant en fortune, autant que la moitié du monde, on s'en fout de savoir leur nom. Ce qui ne va pas, c'est que les 20 plus milliardaires soient riches. Oui, c'est vrai.